Le juge a condamné une mère à mort, puis il a compris qu'elle était la donneuse d'organes, qui avait sauvé sa fille. Il venait de prononcer la peine de mort. Et une minute plus tard, il apprenait que la femme qu'il venait de condamner avait donné le cœur qui battait aujourd'hui dans la poitrine de sa propre fille. Dans la grande salle d'audience de Marseille, l'air sentait la poussière et la peur. Les bancs étaient non pleins, mais personne ne parlait. Tous les regards étaient tournés vers une femme au visage pâle, assise derrière la vitre blindée. Elle s'appelait Claire Duroc, 39 ans, mère d'une fillette de 8 ans. Aujourd'hui, elle ne portait ni maquillage, ni espoir. Seulement une robe beige, trop large pour son corps fatigué. Le juge Antoine Delval, connu pour sa sévérité et sa droiture, leva les yeux vers elle. Son marteau de bois reposait près du dossier. Dans sa tête, tout était déjà décidé. La loi, les faits, la logique. Mais ce qu'il ignorait, c'est que dans quelques heures, son propre monde s'effondrerait. Claire avait été accusée du meurtre d'un homme d'affaires, Richard Valmont, un homme puissant, aimé, mais corrompu jusqu'à la moelle. Tout Marseille savait qu'il dirigeait un réseau de trafic sous couvert de fondations humanitaires. Mais la justice n'avait jamais eu de preuves. Jusqu'à ce que Claire soit arrêtée, un couteau couvert du sang de Valmont dans sa main. Elle avait tout avoué. « Oui, c'est moi », avait-elle dit. Sans défense, sans explication. Le procureur la traita de monstre. Les journalistes titrèrent « La mère meurtrière ». Personne ne chercha à comprendre pourquoi. Le juge Delval, lui, croyait encore en l'ordre. Pour lui, un crime restait un crime. Et la compassion n'avait pas sa place dans la salle du tribunal. « Madame Duroc, dit-il d'une voix ferme, la République vous condamne à la peine capitale. » Un murmure parcourut la salle. Claire ferma les yeux. Une larme glissa, discrète, sur sa joue. Elle ne supplia pas. Elle murmura seulement « Dites à ma fille que je l'aime. » Cette phrase, simple, fit trembler quelque chose au fond du juge, une ombre de doute qu'il refusa d'écouter. Le marteau tomba. Le destin était scellé. Mais à ce moment précis, dans une autre aile de la ville, dans une chambre d'hôpital, une petite fille reprenait doucement vie. Son cœur battait faiblement, neuf, fragile. Le médecin souriait. Le transplant a pris. « Votre fille va vivre, monsieur le juge. » Antoine Delval, soulagé, n'avait pas fait le lien. Pas encore. Le soir même, la pluie s'abattait sur Marseille comme un verdict du ciel. Le juge Delval rentra chez lui, le visage fermé, les pensées lourdes. Dans la voiture, le bruit des essuie-glaces rythmait son silence. Il venait de condamner une femme à mort, et pourtant, il n'éprouvait ni fierté, ni paix. Seulement cette impression étrange qu'il venait de commettre une erreur que la loi, elle, ne verrait jamais. Chez lui, sa fille Lucie, 8 ans, dormait enfin après des semaines d'angoisse. Le chirurgien lui avait sauvé la vie grâce à une greffe miraculeuse, arrivée juste à temps. Une compatibilité parfaite. Un miracle, avait dit le médecin. Un don anonyme fait par une femme récemment décédée à l'hôpital de la Timone. Anonyme, avait répété le juge, distrait. Il n'avait pas posé de questions. Il n'avait pas eu la force d'en poser. Mais ce soir-là, alors qu'il passait devant la chambre de Lucie, il s'arrêta. La fillette dormait paisiblement, une peluche dans les bras. Sur la table de chevet, un petit cadre contenait une photo récente. Lucie à l'hôpital, souriante malgré ses pansements, avec un médecin derrière elle. Sous la photo, un dossier médical dépassé à moitié, celui que le juge n'avait jamais osé lire en entier. Il s'assit, hésitant, et ouvrit le dossier. Une phrase, soulignée, attira immédiatement son regard. Donneuse, Claire Duroc, 39 ans, décédée après exécution d'une peine judiciaire. Son sang se glaça. Les lettres dansaient devant ses yeux. Il relut. Encore. Et encore. Non. Impossible. La même femme. La même date. La même heure. La femme qu'il avait condamnée était celle dont le cœur battait maintenant dans la poitrine de sa fille. Il se leva brusquement. La chaise tomba derrière lui. Une panique sourde l'envahit.
Tout se mélangeait. La salle du tribunal, les cris du procureur, les yeux calmes de Claire. Sa dernière phrase. Dites à ma fille que je l'aime. Cette phrase résonnait maintenant comme une prière venue d'outre-tombe. Le juge sentit sa gorge se serrer. Il prit son manteau et sortit sous la pluie battante. Les rues de Marseille avaient été presque vides, les lampadaires flous derrière les gouttes. Il marchait sans savoir où aller, titubant comme un homme ivre de culpabilité. Arrivé devant le palais de justice, il s'arrêta. Les escaliers semblaient plus hauts qu'avant. Chaque marche qu'il gravissait lui pesait comme une faute supplémentaire. Il entra dans son bureau, trempé, et fouilla frénétiquement les dossiers. Il trouva celui de Claire Duroc. Les photos, les témoignages, les preuves. Mais entre deux pages, un document qu'il n'avait jamais remarqué. Une lettre scellée, adressée à « Ma fille, Emma ». Il hésita, puis ouvrit l'enveloppe. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Mais parfois, pour protéger ceux qu'on aime, il faut commettre l'irréparable. L'homme que j'ai tué voulait t'enlever, te vendre pour une dette qu'il disait mienne. J'ai pris sa vie pour sauver la tienne. Et maintenant, la justice me condamne à mort. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que même si mon cœur cesse de battre, il continuera peut-être à battre quelque part pour quelqu'un d'autre. Parce que l'amour, ma fille, ne meurt jamais. » Le juge resta immobile, la lettre tremblant dans sa main. Le cœur de sa fille battait grâce à l'amour d'une autre mère. Et cet amour, lui, l'avait condamné sans le savoir. Il s'effondra dans son fauteuil, les yeux levés vers le plafond. Les murs de son bureau semblaient se refermer sur lui. La pluie battait contre les vitres comme un reproche. Pour la première fois en 20 ans de carrière, il comprit ce qu'était la véritable injustice, celle qu'on commet en croyant faire le bien. Le lendemain matin, Marseille se réveilla sous un ciel blanc, sans soleil ni ombre, comme si la ville elle-même hésitait à juger. Le juge Delval ne dormit pas. Toute la nuit, il revit le visage de Claire, sa voix douce, ses yeux résignés, cette larme qui avait glissé sans bruit. Il se souvenait de chaque détail. La robe beige, la lumière crue de la salle d'audience, le bruit sec du marteau qui avait scellé son destin. Et maintenant, ce même marteau lui battait dans la tête, comme un remords. Au petit matin, il prit la route vers le quartier nord, là où la misère se cache derrière les murs fissurés. Il portait dans sa poche la lettre, usée par la pluie, et ses doigts tremblants. Sur un vieux registre, il avait trouvé une adresse, celle de la grand-mère de la petite Emma Duroc. Une porte en bois, une clochette rouillée, une odeur de café et de silence. Quand la porte s'ouvrit, une femme âgée, au regard doux, l'observa avec méfiance. « Je suis le juge Delval, » dit-il d'une voix rauque. « Je viens au sujet de Claire. » Le nom suffit à faire trembler la vieille femme. Elle l'invita à entrer sans un mot. Sur la table, une photo, Claire tenant une fillette blonde, à peine 4 ans, souriante. Le juge posa la lettre devant elle. « Je l'ai trouvée après son exécution, » murmura-t-il. « Et je dois vous dire quelque chose. » Il raconta tout. La greffe, sa fille sauvée, la découverte, la honte. Chaque mot lui coûtait un morceau d'âme. La vieille femme l'écouta, les yeux pleins d'eau, puis, doucement, elle prit la lettre, la serra contre son cœur et dit « Claire n'a jamais cessé de croire que la vie finit toujours par rendre ce qu'elle prend. » Elle se leva, disparut dans la pièce d'à côté, et revint avec une petite fille endormie dans ses bras. « Voici Emma, » chuchota-t-elle. Elle n'a jamais connu son père. Et maintenant, plus personne pour lui parler de sa mère. Le juge s'agenouilla. La fillette ouvrit les yeux, des yeux clairs, purs, les mêmes que ceux de Lucie. Il sentit ses larmes brûler ses joues. « Bonjour, Emma, » dit-il doucement. « Ta maman t'aimait très fort. » L'enfant hocha la tête, timidement. Elle disait que son cœur ne s'arrêterait jamais. Ces mots frappèrent sans le juge comme une bénédiction et une condamnation à la fois. Il sortit une enveloppe,
les papiers officiels de la fondation qu'il venait de créer. Elle s'appellera les Cœurs de Claire, une association pour aider les mères seules, les femmes condamnées, les oubliées. Peut-être, pensa-t-il, que la justice peut encore réparer ce que la loi détruit. Les mois passèrent. Chaque dimanche, deux filles jouaient ensemble dans un jardin. Lucie Delval et Emma Duroc. Leur rire se mêlait au vent. Et chaque fois que le juge entendait le battement rapide du cœur de Lucie, il fermait les yeux et murmurait « Merci, Claire ». Un soir, il se rendit seul au cimetière de Saint-Pierre. La tombe était simple, une pierre blanche, quelques fleurs fanées et une inscription gravée d'une main tremblante. Ici repose Claire Duroc, mère jusqu'à son dernier souffle. Le juge s'agenouilla, posa sa main sur la pierre froide et murmura « Je vous ai condamné, mais c'est vous qui m'avez sauvé. Pardonnez-moi ». Le vent se leva doucement, faisant bruisser les feuilles des cyprès. Il lui sembla entendre une voix lointaine, presque un souffle. « Dites à ma fille que je l'aime ». Il sourit à travers les larmes. Le cœur de sa fille battait plus fort, comme une réponse. Et dans ce battement, il sut que la justice véritable ne se rend pas dans les tribunaux, mais dans les gestes silencieux de ceux qui choisissent d'aimer, même après la fin. Parce qu'il existe des fautes que seule la bonté peut absoudre, et des cœurs qui continuent de battre pour d'eux.